Et bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'ancêtre de l'ordinateur, la machine à écrire. C'est parti. Un peu comme le baromètre qui est juste là-haut, dont je vous ai parlé dans une ancienne vidéo, la machine à écrire fait partie de ces objets qui paraissent aux yeux de ma génération comme des antiquités. Alors que de nouveau, elle était couramment utilisée par nos grands-parents et même par nos parents. Il faudrait trouver un nom pour ces objets qui nous donnent cette illusion. Que pensez-vous de dissonance temporelle ? Une dissonance cognitive liée au temps quand notre cerveau perd le fil des années. Je pense qu'on va garder ce terme pour nos vidéos et maintenant, vous savez ce qu'il signifie. La mécanique des machines à écrire. Ce qui est assez incroyable dans une machine à écrire, c'est qu'elle n'a besoin d'aucune force extérieure. Pas besoin d'électricité, ni même de ressorts à remonter, chaque action se fait simplement grâce à la pression du dactylographe. Avant de vous parler de l'histoire et des mécanismes derrière les machines à écrire, laissez-moi vous présenter la mienne. Il s'agit de la Brother Deluxe, une machine à écrire de voyage. Elle est commercialisée en 1965. Niveau police d'écriture, il s'agit de l'Elite Typeface en taille 11. La machine pèse 4,2 kg, ce qui est relativement léger, et mesure 31 par 30 cm. Niveau hauteur, elle fait 8,5 cm. Je vous propose que l'on plonge ensemble à l'intérieur de ces mécanismes pour en percer tous les secrets. C'est parti. La machine se range et se transporte dans une petite housse rigide. Une fois sortie de son sac, il suffit de lever la manette sur la gauche et de la pousser entièrement vers la droite. Ce mécanisme se nomme le retour chariot et c'est lui qui nous permettra de revenir à gauche de notre feuille lors du retour à la ligne. Ensuite, je peux venir disposer la feuille de papier juste derrière le cylindre. Il faut la placer à l'envers et à l'envers dans le sens où le haut de l'endroit où l'on aimerait écrire doit se retrouver en bas et de l'autre côté. Il ne me reste plus qu'à tourner les molettes de part et d'autre du rouleau palpeur jusqu'à ce que ma feuille apparaisse, puis à soulever la réglette pour caler ma feuille en dessous. Une réglette identique se trouve derrière afin de définir les marges de notre document. Et si ma feuille n'est pas droite, je peux toujours débrayer les rouleaux palpeurs grâce à ce levier. Il ne me reste plus qu'à taper mon texte. Bien sûr, la sensation est très différente de celle d'un clavier d'ordinateur. Ce, pour la simple et bonne raison que toute l'énergie dont la machine a besoin pour fonctionner, je dois la lui donner du bout de mes doigts. Regardons ensemble ce qu'il se passe quand je tape le nom d'une chaîne YouTube à laquelle vous devez impérativement vous abonner. Si je retire le capot de notre bécane, voilà ce que nous trouvons. 44 petits marteaux disposés en arc de cercle prêts à venir frapper un ruban encreur. Regardez, lorsque j'appuie sur une touche du clavier, cela active l'un des marteaux. Mais pas seulement, le mécanisme vient également soulever le ruban encreur qui se rabaisse tout de suite après. Cela permet tout simplement de voir la lettre que l'on vient de taper. En plus de soulever la bande encreuse, ça la déroule également à chaque frappe, ce qui permet de renouveler l'encre. Une fois que le marteau a frappé la feuille, le chariot qui la transporte se déplace vers la gauche pour permettre de taper le signe suivant. Cependant, ce n'est pas le cas de toutes les touches. Certaines, comme la barre espace, ne font que déplacer le chariot. Pour d'autres, comme l'accent circonflexe, c'est l'inverse. Le marteau frappe la feuille, mais le chariot, lui, ne bouge pas, ce qui nous permet ensuite d'inscrire la lettre qui viendra sous l'accent. Comme sur un ordinateur, en somme. Mais je vous vois vous poser une question. S'il y a 44 marteaux, comment est-ce qu'il pourrait y en avoir assez pour les 26 lettres de l'alphabet en majuscules et en minuscules, les chiffres et les caractères spéciaux? Et c'est une très bonne question. Comme sur un ordinateur, chaque touche et donc chaque marteau peuvent effectuer deux signes différents. Ici, nous voyons le marteau rattaché à la touche E. Si je l'inverse au montage, nous pouvons voir le E minuscule sur la partie basse du marteau et le E majuscule en haut. Et c'est là que l'on peut constater toute l'ingéniosité derrière ces machines. Rabaisser les marteaux pour que ce soit la partie haute qui frappe la feuille rendrait les mécanismes beaucoup trop complexes. La touche majuscule vient tout simplement lever le chariot. Et point non négligeable, Caps Lock existait déjà à l'époque. En appuyant sur cette petite touche, le chariot se verrouille en position supérieure. Une simple pression suffit à le faire redescendre. Comme quoi, les gamins qui t'insultent en majuscule sur Overwatch ne font que transmettre une tradition ancestrale.
Bref, lorsque vous écrivez votre texte et que vous arrivez aux abords de la marche que vous avez sélectionnée, une petite sonnette retentit pour vous avertir que vous allez devoir revenir à la ligne à la fin de votre mot. Pour ce faire, c'est très simple. On glisse le chariot sur la droite en utilisant la manette. En plus de nous ramener sur la gauche de notre page, cela va également faire tourner le rouleau, ce qui fait un retour à la ligne. On peut même choisir l'interligne juste ici. Je pourrais également écrire en 3 couleurs avec un ruban encreur adapté. Bref, intéressons-nous maintenant au clavier. C'est un clavier suisse donc en QWERTZ. Je vous parle de pourquoi la machine à écrire a créé ces dispositions de lettres si étranges tout à l'heure. Le clavier n'a que peu de différences profondes avec le format actuel. Mais il y a peut-être quelque chose qui vous trouble. Il manque un truc. Je vous laisse quelques secondes pour chercher et me mettre votre proposition en commentaire. En effet, pour un gain de place, certaines touches ont été retirées et remplacées par des techniques plutôt astucieuses. Par exemple, si je vous demande de compter de 1 à 9. Il est où le 1 ? Eh bien, il est là. On utilise le L minuscule pour représenter le 1 et un O majuscule pour le 0. On remarque également qu'il y a le point d'interrogation mais pas celui d'exclamation. Il suffit tout simplement d'écrire une apostrophe, de revenir en arrière grâce à l'ancêtre de la touche effacée mais en un peu moins utile et de marquer un simple point. Donc c'est un coup à prendre mais on s'y fait vite à un clavier de machine à écrire. La chose la plus troublante, c'est de devoir marteler les touches au lieu de simplement les presser. Mais bon, si vous avez un clavier de gros gamer avec des switches, vous avez l'habitude. Voilà, vous connaissez désormais tous les secrets d'une machine à écrire. Il ne me reste plus qu'à vous mettre en garde contre quelque chose. Dans la vie, il existe des douleurs incalculables. Le petit orteil dans le coin d'un meuble, la trottinette contre le tibia, et ça. L'histoire des machines à écrire. Le premier brevet de ce qui ressemblera au futur des machines à écrire est déposé en 1714 par l'anglais Henry Mill. Cependant, les premières machines à écrire destinées au grand public arriveront plus d'un siècle et demi plus tard. Avant de sauter vers l'âge d'or de la machine à écrire, quelques faits honorables. En 1829, l'américain William Austin Burt dépose un brevet pour sa machine à écrire du nom de The Typographer, le typographe quoi. Ça ressemble à rien, mais c'est ingénieux. En 1833, le français François-Xavier Progin brevette sa dénommée plume typographique, utilisée autant pour du texte que pour imprimer des partitions de musique. Là encore, ça ne ressemble pas à grand chose, mais c'était une machine décisive dans l'histoire des machines à écrire du XXe siècle. En 1867, Christopher Latham Scholz, un imprimeur américain, met au point un prototype de machine à écrire. Ah, cette fois, elle commence vraiment à ressembler à quelque chose. D'ailleurs, c'est également lui qui créa le clavier QWERTY. Ça a son importance, vous le verrez. Et on revient sur un truc qui ne ressemble à rien avec la Writing Ball de Rasmus Mayling Hansen en 1870. Par contre, ce petit objet irait plutôt bien dans mon décor, vous trouvez pas ? En 1872, l'américain Mark Twain soumet à son éditeur une œuvre, Les Aventures de Tom Sawyer. En plus d'être littéralement un best-seller avant l'heure, il s'agit du tout premier roman écrit à la machine à écrire. Enfin, en 1873, Scholz, c'est le gars tout à l'heure qui a inventé le QWERTY, finit de peaufiner son prototype. Il s'associe donc avec un fabricant de fusils militaires, Remington. Un an plus tard, la première machine à écrire est vendue au grand public. Mais du coup, pour en revenir au QWERTY, pourquoi nos claviers ont l'air d'avoir les lettres dans un ordre complètement aléatoire et pourquoi ça change d'une langue à l'autre? Et là, on se retrouve face à une idée reçue. Qu'est-ce que je fous avec une cravate verte, moi? Bon, bah je pose ça là. En effet, beaucoup de gens pensent que si les lettres ne sont pas dans l'ordre alphabétique, c'est tout simplement pour améliorer le confort et la vitesse de frappe, en mettant les lettres qu'on utilise souvent ensemble côte à côte. Mais non. Déjà, à la toute base, les lettres étaient bien positionnées dans l'ordre alphabétique. Mais ça a vite posé un problème. Et plus on tapait vite, plus vite ça posait un problème. C'est bien pour une raison mécanique que le clavier QWERTY fut créé. En effet, deux marteaux proches actionnés presque en même temps vont venir se coincer l'un contre l'autre. Et plus on frappe vite, plus ça a de chance d'arriver.
Les lettres qui se suivent régulièrement dans une langue sont donc le plus éloignées possible. Voilà pourquoi le clavier change en fonction de la langue. Heureusement pour nous autres Suisses romands, les ordinateurs n'ont plus ce souci. Car on utilise des claviers QWERTZ, donc très proches des claviers QWERTY américains. C'est très pratique pour les jeux vidéo. Ce format de clavier est adapté à l'allemand et donc utilisé en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Mais nous, on parle aussi français. Donc le clavier QWERTZ n'était pas des plus adaptés. Mais ça passe. Mais c'était pas l'idéal. Mais du coup, aujourd'hui, c'est plus un problème et c'est même plutôt pratique d'avoir un clavier proche de celui des Américains. Surtout pour les jeux vidéo. Par contre, on se retrouve avec une espèce de chimère en guise de clavier avec les touches allemandes mais les accents français. Bref, c'est assez inédit. Cet aparté terminé, je range le clavier RGB et je ressors l'objet un peu plus historique. Hop, et voilà, c'est quand même un peu plus lourd. Dès 1880, la machine à écrire se répand dans les bureaux aux États-Unis. L'un des grands avantages, en plus de la propreté et de la rapidité du travail, est de pouvoir faire des copies avec un papier carbone, en alternant une feuille et un carbone. Feuille, carbone, et ce jusqu'à 20 fois. Taper une fois un texte, en avoir 20 exemplaires. C'est pratique. D'autres révolutions arrivèrent avec le temps, comme la Minion 3 de 1905, qui permet de changer le style d'écriture en changeant le cylindre et le clavier. Mais ça doit être assez étrange à utiliser. En 1914 arriva la première machine électrique, mais elle ne sera industrialisée qu'en 1930 par IBM. La principale utilité de la machine électrique est le retour chariot automatique. Donc plus besoin de faire ça. En bref, la machine à écrire a révolutionné l'écriture et fut utilisée pendant plus d'un siècle, détrônée par l'ordinateur et les imprimantes domestiques. La révolution amenée par les machines à écrire. Un domaine qui a sacrément été bousculé par l'arrivée de la machine à écrire, c'est l'imprimerie. Revenons de nombreuses années en arrière, au milieu du XVe siècle. C'est à cette période que l'on retrouve les prémices de l'imprimerie moderne, notamment grâce à l'invention des caractères métalliques mobiles par Gutenberg. Oui, ça fait remonter quelques souvenirs de cours d'histoire. Pour revenir à quelque chose d'un peu plus récent, nous allons parler de la monotype, inventée en 1887. Cette machine vient remplacer la typographie manuelle. Donc en gros, ça évite de devoir placer les caractères en relief négatif un par un. Pour résumer son fonctionnement, la monotype se divise en deux machines distinctes. Vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord, nous retrouvons un clavier de composition. Ça ressemble beaucoup à une machine à écrire, sauf que chaque pression du clavier va venir perforer un rouleau. Une seconde machine va pouvoir lire cette partition grâce à un flux d'air comprimé. Chaque trou va actionner le mécanisme et chercher la matrice de la lettre correspondante, c'est-à-dire le moule du caractère en relief négatif qui servira à l'impression. Ensuite de quoi les lettres sont fabriquées dans un alliage de plomb et d'étain en fusion. C'est ce qui explique la dissociation de la machine en deux parties, les vapeurs de plomb étant nocives et pouvant causer des cas de saturnisme, une maladie. Ce genre de machine permettait d'éditer entre 8000 et 10 000 signes par heure. Il existait cependant une autre machine, la linotype. Le principe est plus ou moins le même, sauf que là la machine fonctionne par ligne. En gros, le linotypiste compose une ligne entière, la machine crée cette ligne en matrice, puis coule du plomb typographique. Chaque ligne de texte est donc composée d'un seul bloc. Le tout en une quarantaine de secondes par ligne. Par contre, à la moindre erreur, il faut la faire refondre et la recommencer, là où l'on pouvait changer un seul caractère sur la monotype. Mais vous me direz, tout ça c'est du passé et ça n'a pas grand chose à voir avec les machines à écrire dont je vous parle aujourd'hui. Justement, en 1960, un procédé vient complètement remplacer la linotype, la photocomposition. Sans rentrer dans les détails, un opérateur tape le texte sur un clavier très ressemblant à celui d'une machine à écrire. Le texte s'inscrit sur des films grâce à la lumière, comme dans les appareils photo argentiques. On découpe ensuite les films et on les assemble pour constituer la maquette de la future page du journal. Ce qui permet également d'ajouter des photos et d'avoir une grande liberté de mise en page. Puis, le tout est transféré sur une plaque d'aluminium grâce à une pellicule photosensible. Elle servira à l'impression sur le papier. Mais si je résume, la photocomposition n'utilise pas de marteau ni même de ruban encreur. Alors pourquoi je viendrais vous parler de ça au milieu d'un épisode sur les machines à écrire ? Tout simplement car la dactylographie, donc le fait de taper sur un clavier, a amené une révolution. Celle de l'émancipation des femmes.
Vous le savez sûrement si vous êtes un vrai gamer avec un clavier mécanique, pour taper vite au clavier, c'est avant tout une histoire d'habitude et de dextérité, sachant que la dextérité vient avec l'habitude. Donc c'est une histoire d'habitude. Or, la machine à écrire a créé une énorme quantité de postes de travail, ne demandant pour ainsi dire aucune étude. Quelques cours et un peu d'entraînement suffisaient à trouver du travail. De plus, la pratique du piano, instrument majoritairement féminin à l'époque, accorderait une prédisposition à la dactylographie. Ce fut donc la porte d'entrée des femmes dans le monde du bureau. Et ça, les fabricants l'avaient bien compris, axant des campagnes de publicité entières là-dessus. One, the 88-character standard keyboard, exactly like the latest office typewriters. Certaines créèrent même des concours de dactylographie pour mettre en avant la rapidité de leur machine. Au cours des derniers championnats, j'ai réalisé la vitesse de 148 mots par minute, soit 15 frappes par seconde, battant ainsi tous les précédents records. Le milieu de l'imprimerie fut également très touché par la féminisation du métier. Les industriels y voyant l'opportunité d'engager des personnes tout aussi efficaces mais pour un salaire nettement inférieur. Un grand nombre de linotypistes n'ayant pas été formés à l'utilisation de la machine à écrire se retrouvèrent au chômage. Et ceux qui étaient déjà habitués à la dactylographie devinrent chefs d'équipe. C'est notamment ce qui est arrivé à mon grand-papa qui a pu m'expliquer toute cette transition et de comment est-ce qu'il est devenu le chef d'équipe de ses anciens chefs. Je vous mets également un article là-dessus en description si vous voulez vous renseigner davantage. Et voilà, vous connaissez désormais tous les secrets derrière les machines à écrire. Je vous souhaite vraiment d'avoir l'occasion d'en essayer une un jour. C'est très confortable à utiliser et même si le clavier est plutôt semblable, on y tape très différemment que sur un ordinateur. Déjà, il faut mettre de la force dans chaque frappe et on ne peut pas effacer donc il faut peser chaque mot. Les gens qui ont tendance à supprimer un après-midi de travail car ils ont l'impression que ça ne vaut plus rien, ou encore ceux qui écrivent des centaines et des centaines de lignes et qui doivent faire un énorme trait après, aiment bien cette contrainte imposée par les machines. Écrire un texte à la machine à écrire, c'est revoir entièrement sa façon de travailler. D'ailleurs, cette vidéo n'a pas du tout été écrite à la machine à écrire, ça aurait été beaucoup trop galère. Sur ce, mes boucaniers, merci d'avoir regardé, abonnez-vous, mettez là. C'était Firerock de Galimadias, rendez-vous dans le prochain port. Et salut boucanier, si tu as aimé cette vidéo, alors tu aimeras les autres où on parle d'histoire. Comme celle-là à gauche où on enquête sur de mystérieuses lunettes datant de la Seconde Guerre mondiale. À droite, c'est une vidéo que le robot YouTube a décidé de te montrer. Et au milieu, tu sais sûrement ce qui se passe. Allez, à la prochaine boucanier.